c'est bon. Salut Olive, Salut Pierrot, comment tu vas? ça va bien et toi? Ouais, nickel. Ça va bien? Ouais, très bien. Il Tu fait peux beau juste là. essayer de mettre ton téléphone en paysage, je veux voir si ça marche comme ça, là, si on n'est pas trop. Voilà, nickel. Si ça ne te gêne pas, je me débrouillerai pour lire les questions après qui viendra. Tu sors de l'entraînement? Non, j'ai pas eu entraînement aujourd'hui. C'était mission jardinage complet là, Ok, ok. toute la journée. Bon, comment tu vas? Ça va? Ouais, écoute, ça va, ça va. La saison prend fin. Ça va être un espèce de soulagement, mais c'est cool. On a encore un bel objectif à aller chercher en fin de semaine. Donc ouais, non, Ouais, il vous reste plus que quelques jours. C'est quoi le départ? C'est prévu demain? on part tirer à vendredi matin finalement. D'accord. Vu qu'on a un vol direct, on voyage dans un vol privé. Du coup, on n'a pas forcément besoin. Il n'y aura pas d'escale, etc. Donc on peut se permettre de partir un jour avant. Ok, super. Bon, bah, c'est cool. Ouais. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter quelle a été ta formation? Bon, toi, tu as un peu comme moi un parcours un peu spécial parce que tu n'as pas fait de pôle et que tu as commencé un peu le handball sur le tard à 15-16 ans, il me semble. Comment ça s'est C'est passé un ça. petit peu tout ça? Bah, si tu veux, mon parcours, c'est que j'ai fait du basket pendant très longtemps. Et en fait, je suis arrivé au hand parce qu'il y avait un grand dans mon immeuble qui avait toujours des super maillots. C'était l'époque, les maillots de Fonto Combo. Et c'est comme ça que je suis arrivé au handball. Même si j'en faisais un peu à l'UNSS. Et voilà, en club, c'était pas du tout une volonté. Donc, je suis arrivé à Ponto. Donc, ils étaient en N3, l'équipe 2 était en N3. C'était en Je me souviens plus des années, mais j'avais 17 ans, je crois. Ouais, Ensuite, peu de temps après, donc on a fait 2 ans. Si ma mémoire est bonne, on a fait 2 ans et ensuite on est parti au PSG. Il y a Thierry Anti qui est venu chercher mon frère et moi. Donc, mon frère jumeau et moi, on a eu la chance d'aller tous les deux au centre de formation de Paris. C'était pas encore le PSG à l'époque, c'était le Paris Handball. Où pour moi, ça a été enfin, ça a été bref. J'ai fait 1 an et demi à Paris. Donc la première année de centre de formation et puis ensuite j'ai fait 6 mois avant d'aller signer mon premier contrat pro en Espagne où je suis resté 1 an et demi. Puis je suis venu à Créteil où j'ai fait 6 saisons avec toi du coup. Après Créteil j'ai fait 2 ans en Allemagne qui a été un passage fort important pour la consolidation un peu de mon expérience et de mon statut de joueur pro. Et je suis arrivé ensuite à Nantes où j'ai passé 5 saisons. Donc ouais, ça fait un petit bout de temps ok, que je ok. suis en. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, ouais, j'ai envie d'être joueur pro ou je vois que c'est possible? Est-ce Bah, qu'il y a pour être honnête avec toi, Ouais, vas-y, Pour vas-y. être honnête avec toi, c'était pas un rêve pour moi. C'est que j'étais en DUT informatique à l'époque, où je suis rentré au centre de formation de Paris et où j'étais à Ponto Combo d'ailleurs. Et enfin, on entrevoyait la fenêtre, mais on se disait pas que c'était possible pour nous parce que avec nous, il y avait des joueurs qui étaient en équipe de France jeune et tout. Voilà, nous, c'était pas, voilà, on avait la chance déjà d'être à ce niveau-là. C'était exceptionnel. Et puis cette fenêtre s'est entrouverte à partir du moment où on est arrivé à Paris. C'est là où on s'est dit que ça allait être quelque chose de possible. Ok. Donc après, je présume que le passage en Espagne a dû confirmer ton envie de continuer là-dedans. Surtout que tu es arrivé, tu as fait quoi, 6 mois en D2 et que vous êtes monté, c'est ça? C'est ça, c'est ça. J'ai fait 6 mois, l'équipe était première de la deuxième division. Donc on est monté, c'était une dynamique extrêmement positive et on a même bien réussi à se maintenir en national l'année suivante. Donc ça a été un passage ouais, où le coach comptait sur moi, où j'avais une vraie mission de joueur pro en fait. Et j'étais pas considéré comme le petit jeune qui arrive, j'avais une vraie mission. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet épisode en Espagne là, c'est quoi les choses qui t'ont le plus marqué par rapport au championnat français, par rapport aux méthodes d'entraînement ou autres? Mais alors déjà, c'était la première fois où on mettait autant l'accent sur l'aspect tactique. C'était extrêmement basé sur. Il y avait beaucoup d'entraînements qui étaient basés sur la tactique. Donc ça, c'était assez nouveau pour moi. C'est pas qu'il n'y en avait pas en France, mais c'était très axé sur la tactique. Euh, et puis, il y avait aussi la barrière de la langue. Ça veut dire que bah, mon coach, il me parlait que en espagnol. Et un jour, il y a mon grand frère qui vient me voir et je le vois qu'il parle en anglais avec mon frère.
Et tu sais, j'ai vécu, je me suis dit, ah, le salaud, ah, le salaud. Mais ça m'a servi parce que du coup, au bout de 6 mois, je parlais couramment et voilà, c'était pas que par ça, mais ça a favorisé en tout cas mon apprentissage de la langue. Donc, c'est les deux choses sur lesquelles, je pense avoir beaucoup progressé. Du coup, c'est l'apprentissage des langues et l'ouverture un peu d'esprit et puis, l'apprentissage de la tactique et la sensibilisation à la tactique, voilà. Ouais, ça t'a servi aussi, pas forcément en tant que joueur, ça t'a servi aussi à te construire en tant qu'être humain. Donc après, il y a eu l'expérience cristolienne et ensuite l'Allemagne. Pareil, même question. C'est quoi la différence? L'Allemagne, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors, l'Allemagne, ce qui était différent, c'est que c'est basé énormément sur le physique. C'est très physique en fait et à ce moment-là, je pense que je suis au plus fort de ma carrière et du coup physiquement, je suis au-dessus de tout le monde et ça se passe super bien en fait. Je suis physiquement au-dessus et on fait la une des journaux avec mon frère. Il y a des émissions sur nous. C'est juste fantastique ce qui se passe. Et donc, bah, à ce moment-là, si tu veux, il y a l'équipe de France qui se présente. Alors que paradoxalement, si tu veux, je fais pas quelque chose de différent de ce que je faisais quand j'étais à Créteil, parce que j'avais fait quand même, j'ai fait des grosses perfs, j'ai répondu présent à de nombreuses reprises et j'étais bon. Mais voilà, c'est l'équipe de France se présente à ce moment-là. C'est aussi une question de timing, de chance, de blessure de certains pour qu'on m'appelle, etc. Donc voilà, c'est un moment qui est très important dans ma carrière, ce passage en Allemagne. Ouais, carrément. Tu parles de. C'était beaucoup axé sur le physique. Tu as, des exemples concrets à donner un petit peu? C'est quoi? C'est Bah, plus de séances de prépa physique? C'est quoi la différence? déjà, le club, il te fournit des poudres, tu vois. Moi, je supportais pas, donc j'en prenais pas, mais beaucoup de muscu. Et tu vois, par exemple, les défenseurs, ils sont beaucoup sur le contre, l'agression. C'est différent du jeu en France, tu vois. C'est très différent. Ça veut dire que là-bas, tu as beaucoup d'équipes qui jouent essentiellement sur la relation contreur-gardien. Et ça m'allait parfaitement. C'était super. Bah ouais, toi, ça, Parce qu'en fait, les gardiens, ouais, tu pouvais t'organiser, tirer, et c'était impeccable. ouais, Ok. c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes journées types, là, la journée type d'un joueur professionnel, hormis celle dans ce moment, là, parce que je sais que tu fais quelques petits travaux chez toi, mais sinon, une journée type, voilà. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Ouais, alors, je fais beaucoup de choses. Je vais pas te cacher, c'est que déjà, je suis en train de finir mon année de Master 2. C'est pas la chose la plus importante, mais ça me prend quand même pas mal de temps. Donc, ça me demande aussi pas mal de travail, si tu veux, dans ma journée. Après, ça dépend, parce que c'est une semaine par mois, si tu veux, vu que c'est en alternance. Mais moi, j'ai pas d'alternance, je suis à fond. Enfin, du coup, vu que j'ai mon travail. Ensuite, quand on a 2 entraînements, je me lève en même temps que mes enfants, donc vers 7h15. Je les emmène à l'école. On déjeune, je les emmène à l'école. Et puis, si on a entraînement à 10h, j'essaie d'arriver à la salle vers 9h30, par là. Je me prépare. Enfin, il y en a qui sont déjà là, donc on se prépare ensemble, on déconne un peu, on se prépare pour la muscu. On tape un peu le ballon, ça peut arriver. Voilà, la séance se passe. Elle doit finir vers 11h45, donc le temps de se doucher. Voilà, on sort de là vers midi. En général, je déjeune avec ma femme qui travaille pas très loin, donc on mange ensemble. Ensuite, quand je rentre, en général, avant je faisais beaucoup de siestes plus jeune. Maintenant, j'en fais beaucoup moins parce que du coup, bah, voilà, l'emploi du temps est millimétré, tu vois, parce que j'ai aussi un rôle d'accompagnant, si tu veux, en termes de suivi socio-professionnel de certains joueurs professionnels. Donc du coup, j'ai eu une mission pendant longtemps auprès de la JPH et de la fédération, euh, où j'assistais les joueurs. Maintenant, ma mission, elle a un peu été déplacée d'une partie prenante. Donc c'est une boîte qui fait des bilans de compétences, des bilans d'orientation. Donc ça me prend aussi pas mal de temps. J'essaie de gérer ça entre les deux entraînements. Et bah, après, l'entraînement du soir arrive. On s'entraîne à 17h en général, quand il n'y a pas vidéo. Et, euh, et voilà, je vais à l'entraînement. J'essaie d'y être une demi-heure avant, 40 minutes.
Je me prépare, je me mets dans ma séance. J'ai quelques petits exercices éducatifs au vu de, après les blessures que j'ai eues. Donc, il y a quelques exos que j'essaie de faire avant la séance. Et puis voilà. Ok, tu parlais de la vidéo, là, vous l'utilisez beaucoup à Nantes? On l'utilise beaucoup. Il y a des années où on l'a plus utilisé. Ça veut dire qu'en général, on fait une séance de vidéo par semaine. Et ça peut arriver qu'on fasse une séance de vidéo suite au match précédent pour corriger un peu les erreurs. Mais ça, c'était plus en début de saison. Avant, on pouvait faire deux séances de vidéo, ça dépend des adversaires. Quand on joue contre des grosses équipes, on avait l'habitude de faire une séance le mardi, une séance le vendredi, mais voilà, ça dépend si on a deux matchs. Voilà. En général, c'est veille de match, séance de vidéo. Donc voilà, on a un rythme assez effréné, donc il n'y a pas forcément le temps de faire deux séances de vidéo pour un adversaire. Donc Ok. c'est une séance de vidéo qui dure à peu près 1 heure. Et, Et toi, tu l'utilises un petit peu de manière personnelle, tu regardes les matchs, tu t'en sers un peu? bah, moi, je m'en sers plus pour regarder ce que je fais moi D'accord. que pour regarder mes adversaires. Donc c'est plus pour regarder ce que je fais, ce qui fonctionne bien, là où je suis en échec. C'est plus là où j'utilise la vidéo. Ok, ok. Euh, Tu disais que vous l'utilisiez donc soit la veille du match, enfin souvent la veille du match pendant 1 heure. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'il fait le coach pendant la séance vidéo pour les gens qui ne connaissent pas? Bah alors ça demande beaucoup de préparation. Je pense que pour un entraîneur, c'est un travail qui demande beaucoup de temps parce que en fait, le coach, je pense qu'il a aussi le rôle de monteur vidéo parce que ça demande de couper des séances vidéo au-delà de l'analyse. Il faut pouvoir les couper, les organiser dans le temps. Et donc, en fait, si tu veux, tu as une phase où on va travailler, où on va regarder l'aspect défensif de notre adversaire. Une phase, on va regarder l'aspect offensif. Ensuite, tu as les caractéristiques joueur par joueur, leurs points forts des vidéos de ce qu'ils font et ce qu'ils font souvent sur différentes rencontres. Donc, c'est vraiment un travail, je pense, fastidieux mais qui est intéressant pour les joueurs. Du coup, ça nous permet vraiment de rentrer dans le match et de visualiser un peu ce qui fait. Du coup, la séance d'entraînement d'après, elle est vraiment orientée sur ce qu'on vient de voir. Ok. On a parlé tout à l'heure un petit peu de la prépa physique. Il y a un dernier point que je voulais aborder, c'était la nutrition. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu as déjà eu à faire à des régimes particuliers avec des diététiciens ou quel est ton avis là-dessus? Comment tu l'utilises? On a eu la chance d'avoir un docteur, le docteur Guichetot, qui est nutritionniste, c'était le médecin du club, et en fait, qui donnait des programmes, des compléments alimentaires, ou ouais, avec qui moi j'ai fait des programmes du coup sur mon alimentation. Il a commencé par ça, à faire des grilles de ce que je mangeais, donc je devais remplir ce que je mangeais quotidiennement. Et du coup, ça, c'est quelque chose, je pense, qui a fait ses preuves. C'est pas facile, c'est pas évident parce que ça demande vraiment une espèce d'ingénierie, tu vois. C'est vraiment, si tu peux avoir un chef à la maison qui te prépare tout avec une variation des plats et tout, ça c'est vraiment top. Mais c'est pas possible pour le commun d'entre nous, je dirais. Donc, ça donne une certaine organisation. C'est pas simple à réaliser, mais je pense que ça joue énormément dans la performance. Ouais, toi, tu as senti une différence. Ouais, Et absolument. Ouais. non seulement en termes de performance, c'est peut-être aussi en termes de blessures ou de récupération. Tout ça, c'est sûrement un réel plus qui a exploité, quoi. Ça joue forcément. Après, moi, par rapport à mes blessures, j'ai une vision qui est un peu différente. C'est que, tu vois, j'ai jamais été le féru de muscu, de prépa physique, etc. Et je me suis basé sur la première partie de ma carrière essentiellement sur mes capacités physiques. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à me muscler, à renforcer mon corps, à faire un peu plus de muscu. Et malheureusement, c'est là où la machine n'a pas supporté et que j'ai payé un peu les pots cassés, le manque de préparation que j'avais eu pendant toute ma carrière. Et voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a fait partie de mon parcours et qui m'a permis aussi d'apprendre et d'entreprendre pas mal de choses. Et c'est un apprentissage de ma carrière, de la vie. Ok. Bon, je voulais qu'on parle un petit peu des matchs. Comment tu gères tes avant-matchs, tes avant-matchs, tout ça? Est-ce que tu fais des choses particulières, même sur le plan mental ou ce genre de trucs? Alors, en termes de prépa, de match, moi, j'essaye d'avoir une routine sans tomber dans la superstition.
Donc, il n'y a pas quelque chose que je fais tous les jours, que les mêmes chaussettes que je mets avant un match, etc. J'essaye de visualiser le match, les actions positives que je fais, d'avoir une espèce de respiration parce que j'ai toujours un espèce de stress et de boule au ventre avant chaque match. Même le match amical contre une petite équipe, un match de prépa, j'ai toujours un espèce de stress comme ça qui me prend. Et donc j'essaye de le gérer comme ça avec des techniques de respiration que j'avais appris justement quand j'étais à Créteil avec un préparateur mental. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, tu vois, quand je lève les bras comme ça, quand je marque un but, en fait, les gens, ils pensent que c'est peut-être de la prétention ou quoi, mais en fait, c'est aussi une encre qui me permet de marquer quelque chose de positif que j'ai fait et qui le fixe, en fait, dans mon esprit. Donc, c'est quelque chose qui est, qui fait partie d'un process. Pour moi, c'est une célébration, ok, mais c'est aussi quelque chose qui ancre, qui marque. Ouais, c'est un ancrage chez des gens qui ont fait qui ont Ah. déjà fait de la préparation mentale. Y queda ahí, tráeme un pañuelo, por favor. Comment? Quédate ahí. Vale, que vengo después. Ouais, donc Bon. on en parlait justement la dernière fois, je recevais Siraba de ça, de la préparation mentale, et on disait, on remarquait tous les deux que c'était peut-être le domaine qui était encore le moins exploité Absolument. et qu'il fallait dans les années à venir bah, essayer de se pencher un petit peu là-dessus. Si tu veux, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout exploité par notre sport aujourd'hui, alors que c'est une grande partie de la performance, je pense. Vete hacia adentro, por favor. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose à développer absolument, notamment chez les jeunes joueurs. Tu vois, moi, je suis très inspiré, je suis très les sports américains, c'est quelque chose qui me passionne. Et c'est une notion pour eux qui fait ça fait vraiment, c'est une partie intégrante de la performance. Ça veut dire que la préparation mentale est indissociable de la performance sur le terrain. Et aujourd'hui, malheureusement, enfin aujourd'hui, on n'est pas encore axé là-dessus et ça fait, c'est encore plein. Je pense qu'on a un sport un peu jeune parce que c'est comme par exemple notre sport, il est évalué essentiellement sur les passes décisives qui n'existent pas vraiment, mais les buts et les pertes de balles. Voilà ce qui fait notre sport aujourd'hui. Un défenseur, tu lis un match, tu peux pas savoir s'il a été bon, s'il a influencé le match ou pas. Et donc c'est ces choses-là qui font qu'on a encore, enfin, qui me permettent de dire qu'on a un sport qui est encore un peu jeune et qui tend à grandir, à mûrir. Ouais, tu as raison, je te rejoins à 100% là-dessus. Si tu avais un petit conseil à donner à un jeune là, qui veut devenir joueur pro, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, moi, je dirais que la répétition des gestes et des mouvements, c'est ce qui permet d'atteindre la qualité, en fait. Il faut une part de talent, infime. Il faut une grosse part de travail. Et il y a aussi une part de chance dont on a tous besoin, dont on a tous bénéficié à un moment donné dans notre carrière. Mais voilà, le travail, la persévérance dans le travail, dans la répétition des gestes qui fonctionnent, ça veut dire que s'il y a quelque chose qu'on fait bien, il faut le répéter 1000 fois, 10 000 fois pour le maîtriser. Et voilà. Moi aujourd'hui, je sais que il y a un mouvement où vete hacia adentro, por favor, que está hablando por teléfono. Vete, por favor, vete, por favor. Et par exemple, j'ai un contrat extérieur que je maîtrise parfaitement parce que je sais que je l'ai travaillé et que je le maîtrise parfaitement et je connais le timing où je dois le faire et où je dois positionner mes pieds. Et voilà, je le fais parfaitement parce que je l'ai répété des milliers de fois, sans D'accord. exagérer. Donc la répétition pour que quelque chose devienne acquis. Ok. Comment tu vois le final fort là? On va finir là-dessus, le week-end qui s'annonce, tout ça. Final Four, honnêtement, si tu regardes les derniers Final Four, ça a toujours été un résultat surprise. C'est rarement le favori qui s'impose au Final Four. Rarement. Donc en ayant dit ça, T'as tout dit. la porte est ouverte. Sachant que voilà, Barcelone, c'est une équipe qu'on a mis en difficulté lors de notre dernière confrontation là-bas. Paris, lors de notre dernière confrontation, on les a battus. Ça ne veut pas dire qu'on va les battre, mais ça veut aussi dire que on a toutes nos chances. Ouais, en tout cas, vous y allez sans.
sans une énorme pression et avec l'envie d'aller faire quelque chose, quoi. Absolument. On est sans complexe et le discours, il est on y va on y a déjà été, on a vu ce que c'était, on a manqué d'expérience. Aujourd'hui, on y va, mais pour ramener ce trophée avec nous. Ouais, là, il y a le, le format Final Four qui fait que bah, tout est possible, hein, tu l'as dit, et je vous souhaite. Ah, merci beaucoup. Eh ben, merci, Olive, hein. Du coup, on parlait, je te disais, j'ai bien sûr un maillot de cette saison-là de la Ligue des Champions à transmettre à de tes fans et ceux qui suivent ta chaîne. Donc, je te transmets ça très vite. Je pourrais le faire dédicacer par toute l'équipe. Et puis, Super, voilà, impeccable. Bon, je vais mettre en place un petit jeu concours là et ça va se faire. ça marche. Merci, Olivier. Bonne soirée. Merci à toi, Pierre. Un gros merde pour ce week-end. Ouais, merci, Pierrot. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.